Sana, Madame, Monsieur, bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Quand seront rapatriés les derniers Polynésiens encore bloqués en Nouvelle-Calédonie? Où en sont les collectes de dons qui doivent être envoyées sur le Caillou? Nous faisons le point au début de cette édition. J-12 avant d'être appelés aux urnes. Les élections européennes approchent. Pour décrypter leur fonctionnement et leur rôle en Polynésie, Athéna Milcam me rejoindra en plateau. Nous recevrons ensuite la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot est en déplacement sur le territoire. Elle est notre invitée ce soir. L'un des plus vieux hôtels du Fénois s'apprête à fêter son 50e anniversaire. Il s'agit de l'Intercontinental de Faa'a. Nous nous plongerons dans l'histoire de cet établissement qui figure parmi les 4 étoiles les plus réputées de Polynésie. Mais avant d'aborder ces titres, cette information révélée par nos confrères de Tahiti Info, la vice-présidente du pays, également ministre de la Culture, a été démise de ses fonctions hier soir. Silence radio depuis ce matin sur les motifs qui ont poussé le président à se séparer d'Eliane Tevahitua. Voyez ces explications de Sam Tainaori. Qui sera vice-présidente en charge de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'artisanat. En mars 2023, Moetai Broderson qualifiait Eliane Tevahitua de seule femme au Taveuni-Huilatira capable de lui tirer les oreilles lorsqu'il prenait de mauvaises décisions. Peut-être qu'il commençait à ne plus les sentir ou peut-être qu'il estimait qu'elle ne remplissait plus sa mission correctement. La seule certitude aujourd'hui est qu'Eliane Tevahitua s'est vue signifier par le président du pays sa démission du gouvernement. Une démission qui n'a pas été officiellement actée par arrêté et qui ne devrait pas être la seule. Selon nos informations, d'autres membres du gouvernement pourraient être remerciés. Moetai Broderson avait annoncé au bilan de ses 300 jours qu'il présenterait son gouvernement remanié le lundi 3 juin. Et on quitte la présidence pour l'Assemblée. Après l'ordre des médecins hier, c'est au tour du président de la 3e institution du pays de réagir aux propos tenus par la représentante Tavini Silvana Tiatoa. Pour rappel, il lui est reproché d'avoir dénigré le CHPF et le personnel hospitalier lors d'une intervention dans l'hémicycle vendredi dernier. Des propos qu'Anthony Géros a qualifiés de point de vue personnel et d'analyse personnelle. Dans un communiqué, le président de l'Assemblée a déploré le discrédit jeté par ses déclarations sur les missions de service public de l'hôpital. Il a également remercié les personnels soignants pour leurs actions. Retrouvez les différentes interventions dans leur intégralité et en article détaillé sur notre site TNTV News. On vous parlait hier des Polynésiens rentrés de Nouvelle-Calédonie sur un appareil de l'armée. Aujourd'hui, on s'intéresse à ceux qui sont encore bloqués là-bas. En parallèle, au Fénois, les collectes de dons pour soutenir les Calédoniens se multiplient. Laure Philibert et Naya Bennett. Elle les appelle tous les jours. Patricia, habitante de Punaouia, soutient son frère et sa famille bloqués sur le Caillou. Partie en vacances dans sa belle famille, Rupeari, son épouse et leur petite fille n'ont pas pu être rapatriés par le premier avion militaire qui a ramené 84 Polynésiens dimanche. Il est allé passer des vacances pour fêter l'anniversaire de son beau-frère qui est aussi des îles de Taha. Ils n'ont pas prévu qu'il y aura cette manifestation là-bas. On a mis un vol à disposition des Polynésiens et on ne sait pas comment ça se passe, comment c'est sélectionné les personnes, on n'en sait rien. On leur demande de remplir les formulaires, c'est ce qu'il a fait, mais comment c'est trier les gens pour revenir à Tahiti, on ne sait rien. Alors ils se retrouvent sur le tapis à l'aéroport comme ça, sans explication en tous les cas. Une centaine de Polynésiens et résidents du Fénois attendent encore de pouvoir rentrer chez eux. Face au manque d'informations sur les prochains vols, Rupeari a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé qu'ils nous ramènent un avion pour nous chercher, des Tahitiens. Mais j'espère maintenant la plupart c'est que des Tahitiens. Parce que ce que j'ai vu, la plupart, c'est plutôt des Français. Moi, j'attends vraiment que le gouvernement se bouge, qu'il se voie avec l'État pour qu'ils mettent en place... parce que là, on n'a rien. On ne sait pas s'il y aura un autre vol qui sera mis à disposition des gens qui restent à Nouméa.
on n'a rien du tout. En attendant le retour de leurs compatriotes, les Polynésiens sont nombreux à participer à l'action de solidarité mise en place par la famille Malmezac. Demi-calédonienne, elle organise une récolte de dons pour soutenir les Calédoniens en mal de denrées. Jusqu'au 3 juin, lundi prochain, donc inclus, du lundi au jeudi de 8h à 14h, sauf le vendredi de 8h à 13h. Nous collectons les dons des particuliers, des entreprises également, dans les locaux de Transit Satnoui. Les Polynésiens donnent beaucoup et on a tout type de population qui donne. Et ça fait chaud au cœur. On a reçu beaucoup de palettes, de riz, de bouteilles d'eau. Les comités d'entreprise nous ont contactés aussi, essentiellement des 3 banques. Et d'autres grandes sociétés comme ADT aussi. Donc nous sommes très contents et très touchés par ce geste. Là, nous demandons plus de l'alimentaire, les produits non périssables, en conserve, secs, et en produits d'hygiène et de santé comme des couches pour les bébés, les serviettes hygiéniques, des brosses à dents, du savon. Les containers devraient prendre la mer le 10 juin prochain en direction du Caillou. Pour l'heure, cette initiative privée n'est pas assortie d'une action du pays. Place à présent aux élections européennes. On ouvre notre page spéciale. Le 8 juin, 211 000 électeurs seront appelés aux urnes au Fénois pour élire les 81 eurodéputés français et qui siégeront au Parlement européen. Nous allons décrypter comment fonctionnent ces élections et à quoi elles servent avec vous, Athéna Milcam. Athéna, bonsoir. Alors pour commencer, comment s'organisent ces élections ? Bonsoir Emma. L'Europe paraît bien loin depuis la Polynésie et ces élections suscitent moins d'intérêt ici et pourtant tout citoyen français, y compris vous, les Polynésiens, ont ce droit fondamental de vote pour élire nos eurodéputés. En 2024 et pour les 5 ans à venir, 720 députés siégeront au Parlement européen, dont 81 français. Ces eurodéputés représentent les 27 États membres de l'Union européenne. Pour voter, il faut être âgé d'au moins 18 ans et être inscrit sur les listes électorales de sa commune. Et si on ne peut pas se déplacer aux urnes, comment devons-nous nous y prendre si nous voulons faire une procuration ? Alors pour les procurations, il vaut mieux s'y prendre dès à présent. Elles peuvent être établies au tribunal de première instance à Papeete ou dans les sections détachées à Raiatea et Nukuhiva, mais aussi à la direction territoriale de la police nationale de Papeete ou dans une brigade de gendarmerie. Attention, le mandant doit s'y présenter personnellement. Retrouvez tous les détails sur le site internet du Haut-Commissariat. Athéna, pour les élections européennes, on ne vote pas pour des groupes politiques, mais pour les partis nationaux. Effectivement, des partis nationaux, mais une fois élus, la plupart des députés choisissent de faire partie de groupes politiques transnationaux. Vous verrez dans le reportage qui suit ce décryptage un aperçu des listes en course. Mais avant de diffuser ce reportage, Athéna, concrètement, quel est le rôle du Parlement européen ? Alors, le premier rôle des eurodéputés, c'est de représenter les 450 millions de citoyens de l'Union au niveau européen. Avec le Conseil de l'Union européenne, les députés du Parlement européen adoptent ou rejettent des lois, à l'instar de l'Assemblée de Polynésie, ici, à notre échelle. Le Parlement défend la liberté, l'égalité, il promeut la démocratie et les droits humains. Les eurodéputés approuvent également le budget de l'Union européenne, dont une partie peut être consacrée au territoire insulaire français comme le nôtre. Ils contrôlent également la manière dont ces fonds sont utilisés. Il y a donc d'autres institutions politiques européennes ? Effectivement, mais le Parlement européen est la seule institution élue directement par le peuple. Vous votez pour eux et eux agissent pour vous, en théorie en tout cas. Pour faire simple, le Conseil européen, composé de chefs d'État membres, définit les orientations politiques. Il tranche également les questions non résolues au Conseil de l'Union européenne, également appelé Conseil des ministres. La Commission européenne propose ensuite les lois européennes, des lois qui, comme on vient de vous l'expliquer, sont débattues et votées par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement. Merci Athéna pour ces précisions. On se penche maintenant sur les 3 listes favorites parmi les 38 qui se présentent. Tour d'horizon avec Héloïse Girard et l'AFP. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Selon le dernier sondage Ipsos, sur 38 listes, seules 7 sont susceptibles d'obtenir des sièges dans l'hémicycle.
Largement en tête, la liste du Rassemblement national, portée par Jordan Bardella, est à 31% des intentions de vote. Loin derrière, le duel est toujours serré entre la majorité présidentielle et sa tête de liste Valérie Hayé, qui stagne à 16%, et la liste socialiste, portée par Raphaël Glucksmann, à 14,5%. En 2019 déjà, Jordan Bardella menait la liste du RN à la victoire, avec 22 sièges au sein du groupe nationaliste Identité et Démocratie. Derrière, avec seulement un point d'écart, la majorité présidentielle décrochait 21 sièges. La liste socialiste, quant à elle, obtenait 5 sièges de justesse. Grand favori, le Rassemblement national défend un programme en 3 axes pour une plus grande souveraineté nationale et un renforcement des frontières. C'est que les Français auront répondu présent et ouvert la voie de l'alternance. Derrière l'opposition, la liste présidentielle pro-Europe entend notamment réarmer le continent et accentuer le soutien à l'Ukraine. L'argent qu'on met aujourd'hui pour aider les Ukrainiens, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas demain ou qu'il faudra mettre au quintuple demain si Vladimir Poutine était victorieux en Ukraine. En 3e position, la liste socialiste met aussi l'accent sur la défense de l'Europe, mais aussi sur l'écologie et la lutte contre la précarité pour un plus grand pouvoir d'achat. Au Fénois, seul le Tapura a à ce stade affiché son soutien à la liste macroniste, qui compte d'ailleurs un candidat polynésien en 44e position. Eux aussi devraient franchir la barre des 5% des suffrages pour entrer au Parlement européen. La liste de la France insoumise est en 4e position dans les sondages, avec 8,5% des intentions de vote. La présidente du groupe LFI est parmi nous ce soir. Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes arrivée sur le territoire samedi. Depuis, vous avez fait de nombreuses visites. Vous avez rencontré nos représentants, des ministres aussi, le président du pays. Les rencontres ont-elles été concluantes? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation et je voudrais dire à toutes les Polynésiennes et les Polynésiens que nous avons rencontrés, déjà quelque chose que je trouve absolument admirable en Polynésie, qui est un sens de l'accueil et donc une relation à l'autre qui est, je crois, assez unique et qui m'a beaucoup touchée. La deuxième chose, c'est que nous sommes évidemment venus faire campagne, c'est-à-dire parler à l'intelligence des uns et des autres et essayer de convaincre autour de la liste conduite par Manon Aubry, qui est la seule liste aux élections européennes qui compte en 2e position Younous Omarjee, c'est-à-dire un candidat dit d'un territoire dit d'outre-mer, puisqu'il est candidat issu de la Réunion et qui sera donc le seul eurodéputé probablement élu au soir du 9 juin pour l'Hexagone, mais du 8 juin ici en Polynésie. Et je crois qu'en plus de faire campagne, nous avons appris beaucoup de choses en Polynésie, notamment autour, par exemple, des enjeux de sécurité sociale intégrale à 100% sans mutuelle que nous avons, nous, dans notre programme pour l'Hexagone, et autour des enjeux qui concernent notre humanité commune, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lutte et on s'adapte au dérèglement climatique, qui est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle. Les rencontres étaient donc concluantes avec nos représentants? En tout cas, elles étaient importantes pour renforcer les liens. Nous avons beaucoup de liens à l'Assemblée nationale avec les 3 députés qui ont été élus du Tavini, et notamment Tematai Legayi, qui nous a accueillis ici de manière extrêmement chaleureuse. Et puis, ça a été aussi l'occasion de voir évidemment le président du pays, le président de l'Assemblée et le président du Tavini, avec qui nous sommes ravis d'avoir renforcé ces liens au moment où ils ont gagné le pays, et les 3 députés pour l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, pendant ces quelques jours, vous étiez en campagne sur le territoire. Avez-vous trouvé des soutiens ici, en Polynésie ? Alors oui, on a rencontré des Polynésiens, y compris qui nous disaient de continuer le combat que nous menons pour la justice sociale, pour l'égale dignité des êtres humains, pour justement être à la hauteur des défis de notre siècle. Nous avons beaucoup parlé aussi relations internationales, et nous sommes très inquiets de voir que l'Union européenne, menée par Ursula von der Leyen, mène l'Europe vers une politique complètement atlantiste, c'est-à-dire alignée sur les États-Unis, avec en France notamment une
instrumentalisation, que ce soit de la Réunion, mais aussi de la Calédonie et de la Polynésie, sur un axe indo-pacifique qui ne nous convient pas, puisque c'est en quelque sorte un affrontement avec la Chine qui se prépare, et je crois que personne n'a envie de cela. Donc le bulletin Manon Aubry, Younous Omarjee permet à la fois d'exprimer sa colère contre la politique menée par Emmanuel Macron, qui crée un océan de malheur dans le pays, permet aussi, je crois, de faire barrage à l'extrême droite au moment où ils sont annoncés en tête, alors que le fait colonial est nié, et permet d'élire un eurodéputé issu de l'outre-mer qui défendra les enjeux polynésiens. Justement, on revient aux Fénois en Polynésie. Est-ce que vous avez trouvé des soutiens politiques? Je pense peut-être au Tavini Wir Atira, vous semblez assez proche de certains des représentants du Tavini. Alors ça, c'est au Tavini qu'il appartient de répondre. Donc, c'est votre volonté d'aller vers une alliance? En tout cas, nous sommes heureux d'avoir renforcé nos liens et je vous le dis, nous respectons la démocratie. Nous avons bien vu qu'à la fois les 3 députés, l'Assemblée nationale et le pays sont présidés par une majorité indépendantiste et nous avons des liens notamment très étroits à l'Assemblée nationale et nous entendons bien continuer d'avoir des liens forts, notamment avec le Tavini et les autres élus des territoires dits d'outre-mer. Donc vous ne serez peut-être pas fermé à une alliance avec le Tavini, c'est ce qu'on en retient, hein? C'est le Tavini auquel appartient cette décision maintenant. Vous pensez que l'insularité n'est peut-être pas assez prise en compte dans la politique européenne? Oui, c'est une évidence. Et d'ailleurs, Younous Omarjee à la fois a été à l'initiative, puisque vous savez que vous avez ici un statut de pays d'outre-mer. Et donc, il y avait des fonds européens qui, jusqu'alors, étaient réservés à ceux qui avaient d'autres statuts pour les autres territoires d'outre-mer insulaires. Et que c'est Younous Omarjee qui a réussi à élargir ces financements, notamment ici, si on parle de la Polynésie, sur la question de l'assainissement sur lequel il y a des fonds européens, et sur d'autres sujets importants pour la vie quotidienne des Polynésiens. Et c'est Younous Omarjee aussi qui travaille à un forum mondial des îles, justement pour que l'insularité soit beaucoup plus prise en compte. Et je crois qu'on doit là aussi apprendre de la manière dont on peut construire des autonomies alimentaires, énergétiques, qui seront favorables, qui montreront des exemples à l'ensemble des pays du monde. Rapidement, concrètement, qu'est-ce que votre parti, la France Insoumise, propose comme mesure pour la Polynésie? Vous en avez en tête quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, pour à la fois, donc, je le disais, Younous Omarjee a élargi les financements pour aider, que ça soit, alors on l'a vu, au port de pêche, pour aider à développer, d'autant que la Polynésie a une manière de faire de la pêche non industrielle qui respecte les fonds marins et les écosystèmes qui est très intéressante. On l'a vu sur... les questions, je le disais, d'assainissement, c'est aussi ce qui a permis de développer, vous savez, un système qui est inédit, qui vient de la Polynésie, qui est ce système de climatisation en utilisant la fraîcheur des eaux marines. Donc nous, ce que nous demandons, c'est à la fois qu'il y ait une justice sociale beaucoup plus affirmée. C'est dans notre programme, que tout le monde peut d'ailleurs consulter en ligne, qui compte 54 pages et de nombreuses mesures, et puis de faire en sorte d'aider à l'autonomie alimentaire, énergétique des territoires, pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement, sans dépendance, qui mette la vie des uns et des autres en jeu. Merci beaucoup. Au terme de votre temps de parole, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. À noter que dans les prochains jours, nous allons recevoir 2 candidats aux élections européennes. Dimanche soir, Éric Minardi du Rassemblement national, puis mardi soir, Moirani Frébo de Renaissance. On referme notre page consacrée aux élections européennes pour s'intéresser à un anniversaire, celui des 50 ans de l'hôtel intercontinental de Faa'a. Focus sur cet établissement qui figure parmi les plus anciens du Fénois, dans ce reportage de Thomas Chabrol et Mérité Atto. Beaucoup l'appellent encore le Beachcomber. En 50 ans d'existence, l'hôtel a conservé au fil des décennies son charme d'origine, même si l'établissement s'est bien agrandi. Ouvert en 1974 sous le nom de Travel Lodge, il est rebaptisé Tahiti Beachcomber Park Royal en 1987. L'hôtel se positionne à cette époque comme une référence du tourisme haut de gamme. Le 4 étoiles devient l'Intercontinental Tahiti Resort en 2001. Il garde son charme, il garde son âme, et ceux qui nous connaissent, on a des repeaters depuis des dizaines d'années, ils ne cessent de nous dire que l'hôtel reste toujours aussi beau. Il ne nous dit pas il est de plus en plus beau, il est toujours aussi beau. On sent qu'il y a une continuité dans la vie de cet hôtel. Ouais. Avec 246 unités dont ses bungalows sur pilotis, l'hôtel de Faa'a est devenu une institution du paysage touristique. Sa réputation s'est forgée grâce au personnel et aux soirées merveilleuses. Jean-Marc Mosselin a été à la tête de l'établissement pendant 23 ans.
C'est surtout des souvenirs de personnes, des anecdotes, il y en a des milliers, mais effectivement ce qu'on retient plus sont les relations humaines. Et je vois notamment, chaque année on faisait une fête du personnel où les traditions étaient que la direction faisait un show et devait faire un show, et c'était très attendu par l'ensemble du personnel. Évidemment, on se mettait très mal et tout le monde se moquait de nous, mais c'était le but. En 50 ans, l'hôtel a accueilli dans la discrétion des stars de cinéma, du sport et bien d'autres. Charles a vécu cette histoire. Il se souvient de sa rencontre avec Joe Dassin. Responsable du buffet, il travaille à l'hôtel depuis 43 ans. Sa carrière s'est construite au sein de l'établissement. Il prendra sa retraite dans 2 ans. C'est les anecdotes que je me souviens encore, ce sont les buffets de l'Intercontinental, enfin de Travelodge dans le temps. C'est les buffets soirées merveilleux, c'est sur la plage, avec l'eau qui coule à côté, c'est vraiment merveilleux. Les danseurs viennent de l'eau, ils sortent de l'eau, mais c'est vraiment magnifique avec Kokoro Tauta dans le temps. Ce personnel de l'ombre est mis en avant grâce à cette exposition de portraits photos. Ses employés écrivent l'histoire de l'Intercontinental Tahiti. Derrière son bar, dans le lobby, Chevalier est l'un des visages que les touristes croisent dès leur arrivée. Il a intégré l'équipe il y a 20 ans. Les choses que j'avais, c'était mon âme de personne où un marquisien l'aimait bien accueillir. Le bureau, il est magnifique. C'est un tour de contrôle. Donc, je contrôle le côté océan, je contrôle les arrivées de mes amis du matin, tous les staffs du matin qui arrivent en disant bienvenue et bonjour. En 50 ans, l'hôtel de luxe a connu des périodes fastes et des moments plus difficiles comme les crises des années 2000. L'établissement s'est toujours adapté, l'une des raisons de sa longévité. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Merci pour votre fidélité. Juste après la météo, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nouï. Ensuite, place à Koh Lanta. Et très belle soirée à tous sur notre antenne. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.